Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Batata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion. Ici, vous avez la parole. La télé sur le web, pas comme les autres. Aujourd'hui, nous avons reçu Évrard Nango, un homme politique qui se bat pour le Congo-Brazzaville, un opposant qui va nous parler de l'actualité congolaise et puis également de l'actualité qui se passe ici au niveau de la France, c'est-à-dire les opposants congolais ici à Paris. Monsieur Évrard Nango, bonjour. Bonjour. C'est pas pour la première fois que je vous reçois sur Afrikili TV, c'est un plaisir, hein, honnêtement, quand je vous reçois sur cette émission. Alors, permettez-moi, j'aimerais que vous puissiez avoir l'amabilité, c'est vrai, même si c'est pas pour la première fois, de vous présenter, je vous prie. Bon, je suis Évrard Nango, hein, président du MODEC, fondateur aussi du collectif Sauvons le Congo aussi, activiste politique sur la place de Paris. Voilà. Alors, monsieur Évrard, c'est vrai, vous placez au plus haut, monsieur Évrard Nango, je vous connais un peu, la liberté d'expression. Quel est son état aujourd'hui dans notre pays, pour ne pas dire dans notre démocratie, la liberté d'expression dans notre pays? Bon, pour le moment, la liberté d'expression au niveau du Congo-Brazzaville n'est pas effective. Il faudrait qu'on le dise très bien. La constitution du 25 octobre 2015 est vraiment bafouée. C'est chiffonné par le pouvoir en place. Donc les libertés d'expression ne sont pas vraiment garanties. Le Congo, de toute façon, tous les indices montrent que le Congo est une dictature. Donc ça, on ne peut pas se le cacher, quoi. Et vous pensez réellement qu'au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression? Vous ne pensez pas que les gens peuvent s'exprimer, que ce soit les opposants qui sont d'ailleurs là-bas, sur place, au niveau de Congo-Brazzaville? On voit sur les médias, ces Congolais, ces opposants congolais s'expriment librement au niveau de Congo-Brazza, non? Oui, mais la liberté d'expression ne se résume pas uniquement à l'expression des opposants. Mais déjà, parlons déjà de la liberté de manifester. Combien de gens arrivent à organiser des manifestations? Normalement, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution, mais au niveau du terrain, au niveau des préfectures, la préfecture ne délivre pas les autorisations de manifestation. Voilà, donc même les autorisations aussi, bon, la liberté aussi que les gens se réunissent chez eux, nous avons vu, récemment, il y a eu des années passées, chez le ministre Mirassa, il y avait une réunion chez lui, dans son domicile, et que la DGST a envoyé des gens arrêter, bastonner les gens dans son domicile. C'est déjà une violation déjà de la Constitution. Donc, dire qu'il y a une liberté d'expression, je pense que non, il n'y a pas de liberté d'expression. D'accord, on va revenir là-dessus concernant la liberté d'expression. La question que j'ai envie de vous poser, donc la deuxième, si on peut parler comme ça, le samedi 29 décembre 2018, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a promis de lutter sans merci contre la corruption. Selon vous, comment le président de la République peut-il gagner la bataille de la corruption? Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Le président, il a parlé de lutter contre la corruption, mais l'institution qui doit incarner cette lutte contre la corruption n'est pas encore mise en place. Donc la haute autorité de lutte contre la corruption, pour le moment jusqu'à aujourd'hui, nous attendons que cette institution soit mise en place pour remplacer celle qu'on vient de dissoudre. Pour lutter efficacement contre la corruption, il faudrait qu'au niveau de la justice, que nous ayons une justice forte. Tant que le Congo, on n'aura pas une justice forte, tant que, comme le président l'a dit dans son message, que les gros poissons ne seront pas inquiétés, il y aura toujours la corruption. Le président a dit dans son message que les gros poissons ne seront pas inquiétés. Mais c'est ce que lui a dit. Qu'est-ce que vous entendez par des gros poissons? Mais les gros poissons, ce sont des personnes, ce sont des ministres, ce sont des députés, ce sont ceux qui gravissent dans la sphère du pouvoir, qui aujourd'hui ont commis des malversations financières. Je peux vous prendre un exemple. La municipalisation accélérée de la Likwala en 2005, tout le monde sait que non, c'est vraiment raté. Ça a été un fiasco. Maintenant, que fait le président de la République ou bien les institutions ou la justice? Le ministre, aujourd'hui, des grands travaux n'a jamais été inquiété. On n'a jamais interpellé qui que ce soit pour demander des raisons pourquoi cette municipalisation a été un fiasco. Donc voilà un exemple palpable.
Et donc, si ça a été effectivement foiré, si on peut dire, la municipalisation accélérée, ça serait donc la cause principale ou directe, le ministre des Grands Travaux, pensez-vous? Oui, mais c'est lui le responsable. C'est ça le grand problème avec le Congo. Au Congo, les gens veulent avoir des responsabilités, mais quand il s'agit de rendre compte, ben, c'est des éternels absents. Les abonnés absents, on ne les voit plus. On ne peut pas, dans les pays développés, on ne peut pas être ministre, président de la République ou un cadre si on n'est pas capable de rendre compte. Un responsable, c'est quelqu'un qui rend compte. On vous a confié une responsabilité, et il faudrait nous dire pourquoi il y a eu des ratés. Et il faut sanctionner aussi, c'est ça dans un état de droit. Un état qui fonctionne bien. Au Congo, nous remarquons que le pays ne fonctionne pas bien. Ben, ça c'est pas le rôle des députés, non? Il y a l'Assemblée nationale qui existe, qui ont tendance effectivement à interpeller les ministres, poser des questions qui normalement concernent les ministres, je dirais concernés, donc pour ne pas jouer avec des mots. Donc normalement, on ne peut pas dire que le ministre n'a pas été interpellé. Mais le rôle des députés, c'est d'interpeller le gouvernement, de contrôler l'action du gouvernement, de l'exécutif, et de faire des propositions. Mais c'est ce que on remarque que nos députés, c'est les députés godillots. Ce sont les députés qui sont nommés, c'est des gens qu'on a pris à ça et là, des gens qui n'ont aucune formation politique, des gens qui ne connaissent rien, et on les a mis là, on les a nommés députés. C'est pour cela que non, ben, leur travail se résume seulement aux enregistrements de ce que fait l'exécutif. Voilà. Si le travail était bien fait, je pense que non, on devait interpeller le ministre des Grands Travaux pour que lui il puisse se rendre compte pourquoi il y a eu raté au niveau des municipalisations accélérées. Il n'y a pas que les municipalisations accélérées dans la Likuala, parce que dans tout le pays, il y a des éléphants blancs. C'est remarquable. Vous allez, moi j'ai parcouru le pays, vous allez voir, partout où la municipalisation accélérée est passée, il y a toujours des éléphants blancs, il y a toujours des ratés. Concernant la question que je venais de vous poser tout à l'heure de la corruption, selon vous, quelles mesures notre gouvernement peut prendre pour stopper cette véritable hémorragie? Mais on a toujours fait des propositions, c'est parce que nous ne sommes pas suivis. Nous avons toujours dit, pour lutter efficacement contre la corruption, il faudrait avoir une justice forte. Il faut sanctionner. En dehors de ça aussi, mais il faudrait mettre en place une politique de traçabilité. Parce que tant qu'il n'y aura pas la traçabilité, tant que ceux qui gèrent les affaires de l'État ne sont pas inquiétés, il y aura toujours la corruption. La corruption, vous la trouverez partout. Ce n'est pas une spécificité congolaise. Non, la corruption, même en France, même dans les pays développés, partout, il y a la corruption. Mais ils luttent efficacement contre la corruption. Voilà. Il faut sanctionner. Il ne suffit pas seulement de dire que oui, nous allons lutter contre la corruption, mais il faut mettre les moyens en place, des mécanismes. Tant qu'il n'y aura pas de traçabilité, tant qu'il n'y aura pas une justice forte, mais c'est ce que nous en attendons. Parce que le président, en analysant son discours devant les deux chambres réunies le 29 décembre 2018, il a dit, voilà, aujourd'hui nous avons maintenant la haute cour de justice. Mais son rôle c'est quoi? Comme je l'ai dit précédemment, son rôle c'est pas seulement embellir les façades. Son rôle, effectivement, c'est de juger les ministres, les hauts dignitaires, les députés, les sénateurs, tout ça. Voilà, mais l'agenda judiciaire, nous l'attendons. Alors, continuons notre émission. S'agissant toujours du discours du président de la République, il disait « Les dispositifs institutionnels prévus par la Constitution ont été intégralement installés. En 2018, notre pays s'est doté, je cite, du Conseil national du dialogue, du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, du Conseil consultatif de la jeunesse et enfin du Conseil consultatif de la femme. Peut-on dire que notre pays est en voie et en bonne marche pour la démocratie? C'est une bonne chose, on peut que se réjouir, c'est ce que nous on attendait, que voilà, toutes les institutions aujourd'hui constitutionnelles par rapport à la Constitution du 25 octobre 2015 ont été mises en place. Ça peut que réjouir le peuple congolais. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas des institutions pour embellir les façades. Il faudrait que l'État leur donne des moyens et qu'eux aussi puissent œuvrer. Parce que les Congolais attendent des résultats. Les Congolais, ils veulent que non, le Conseil consultatif, par exemple, de dialogue, convoque un dialogue. Voilà, peu importe. Le Conseil consultatif, par exemple, de la jeunesse, puisse évoquer les problèmes de la jeunesse, qui peuvent faire des propositions aussi.
C'est ce que nous attendons. Donc, il ne suffit pas que les institutions soient mises en place, mais les institutions-là doivent fonctionner. Et voilà, et ils doivent aussi faire des propositions aussi pour qu'au moins, qu'on sente que non, le pays bouge et que les choses évoluent. Alors, nous allons parler de la justice dans notre pays. André Okombi Salissa, ancien ministre et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détention d'armes et munitions de guerre, a rejeté en bloc, à l'ouverture de son procès, les plaintes qui pèsent ou qui pesaient contre lui. Que pensez-vous, vous en tant que politique, membre de l'opposition, chef d'un parti politique, de ce procès? Il faut d'abord rappeler qu'Okombi Salissa, il est du PCT. Je ne pense pas qu'il ait démissionné du PCT, bien qu'il a animé son mouvement, le KDMJ, mais c'est un député du PCT. Il a été élu député du PCT. Je pense que c'est un procès politique. Pour moi, c'est un procès politique. Donc, c'est un règlement de compte. Un règlement de compte, pourquoi ça serait un procès politique? Parce que les chefs d'accusation, je trouve que les chefs d'accusation sont faux. Voilà, atteinte à la sécurité de l'État, c'est le mobile qu'on trouve toujours à incriminer tout le monde. Atteinte à la sécurité de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Bon, où sont les preuves? Pourquoi on va toujours de renvoi en renvoi au niveau du procès Okombi Salissa? S'il y a des preuves, que le ministère public puisse brandir les preuves et qu'ils accélèrent un peu les choses. Donc, voilà un peu par rapport au procès d'Okombi Salissa. Je pense que non, il n'y a rien, c'est vide. Le dossier, il est vide. Il faut évoluer. C'est un règlement de compte. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Ça ne me concerne pas. Bon, je trouve que non. Au niveau du pays, il faudrait que les choses évoluent. Voilà quoi. Donc, c'est ce que je peux dire par là. D'accord. Alors, on va parler du budget des ménages. Donc, chez nous au Congo, le budget des ménages, chez nous au Congo, pour le gaz butane a augmenté depuis presque 2 mois. Officiellement, le prix a augmenté de plus de 12%, notamment pour combattre les manques récurrents. Est-ce que cette hausse, selon vous, est justifiée ou injustifiable? Non, la hausse ne peut pas être justifiée du moment où le Congo c'est un producteur de gaz. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous savons qu'avec la société Eni, le Congo produit énormément de gaz butane. Et voilà, vu l'indice de la pauvreté au niveau du Congo, parce que le Congolais moyen survit avec moins d'1 euro par jour. Je trouve que c'est inadmissible que le gouvernement puisse augmenter délibérément le prix du gaz. Mais comme ils le font aussi avec le carburant, parce que le prix du carburant est subventionné par le gouvernement, par le pouvoir aussi peut subventionner aussi au niveau du gaz aussi. Donc je trouve que c'est inadmissible, quoi. Il ne faut pas continuer à soutirer encore l'argent aux plus pauvres, non. D'accord. Alors, Monsieur Édouard Nango, Tomoni Kalamingite Nambo Kanabiso, Denis Christelle Sassou Nguesso, Awuti Kozonga na l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'Azaka député, il y a Parti congolais du travail, le parti qui est au pouvoir. Azongi na Assemblée, ça lit débat. Presque tout le monde en parle. Yo, en tant qu'opposition à niveau, il y a Paris. Et c'est leur malade que tout le monde a Denis Christelle Sassou Nguesso, effectivement, l'espoir pour les uns du pays, Awuti Kozonga na la Assemblée nationale. Pesabiso, mon réponse n'a plutôt. Et ça, il a comme quoi malam que Denis Christelle Sassou Nguesso a à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, à Zalaki DGA, il y a SNPC, donc, quoi qu'il se souhaitait qu'on siégeait au même temps dans l'Assemblée, au même temps à la DGA, suppléant naïe, à Zaki Sika naïe, les lois, par l'ongolier dans la SNPC, à Tikalika, président de la Fondation naïe, perspective d'avenir, donc, de plein droit, à l'Assemblée nationale. Mais il ne doit pas seulement s'arrêter aux l'Assemblée nationale. Denis Christelle Sassou Nguesso à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut aller à la commission nini. L'Assemblée, dans quelle commission? En dehors de la commission aussi, tout le monde appelle Denis Christelle Sassou Nguesso. Il y a député. Qu'est-ce qu'on attend d'un député? On attend d'un député de faire le contrôle de l'action du gouvernement.
C'est là aussi on attend Denis Christelle Sassou Nguesso à interpeller les membres du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets ne manquent pas. Tout ça, un sujet, par exemple, il y a taxe foncière que le ministre Mabiala a proposé de se trouver avant que non, ils allaient injuste pour les populations. Mais Denis Christelle Sassou Nguesso, en tant que député, qu'est-ce qu'il en pense? En dehors de ça aussi, mais qui député, mon salaire député, il y a comme ça la proposition de loi. Qu'est-ce que Denis Christelle Sassou Nguesso va proposer à l'Assemblée nationale? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a que l'Assemblée peut échanger, député, mon salaire, non, voter la loi au gouvernement à Zotinda Bangote. Mais député, il faut proposer la loi. Voilà. Mais Denis Christelle Sassou Nguesso a proposé quelle loi, quelle innovation, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus? La valeur ajoutée au Denis Christelle Sassou Nguesso en tant que député va apporter à l'Assemblée nationale. Les Congolais attendent de ça. Alors, Nambo Kanabiso, tu as yoka que maire ya Brazzaville a dit qu'il y a tramway. Namboka. Les Kambango, Isaac aussi qui ça, mais il faut dire des trucs. Ils ont des mots comme à BT, quoi, la tramway. Tout le monde a Bambo comme sous en Afrique, comme des gens n'a pas tramway, n'a pas train, pas métro, pas ni tout. Donc ceux qui meurent à du idéwana, il y a aussi à tramway dans Mboka, n'a biso pour la population, n'a biso toi là, cette mobilité, on a facilité à aucun nambango, ils ont vraiment ma BT, idée à bien. Vous en tant que membre de l'opposition, tant que vous me rappelez, tant que vous côté maire à Brazzaville, là où ça va, je suis Mboka. Mais l'idée n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. L'idée, à ma bêté, l'idée à ma lame. Mais il faut voir maintenant les facteurs. Il ne suffit pas d'avoir des idées, des bonnes idées. Maintenant, il faut voir les conditions. À réunir en go, idée déjà, et Ali, non, je ne suis pas d'accord sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faudrait d'abord travailler dans les conditions d'abord. L'idée, c'est ma bêté. Tout le monde, mettre un tramway à Brazzaville, les a aidés, moi comme mais tramway déjà non, je sais pas. Même si ça commence de Mikalo ou bien de Etatolo jusqu'à Ngangalingolo, c'est pas un problème. C'est voilà, maintenant. Et Tamanani na courant. Mais c'est ce que nous parce que tramway est en courant. On a un problème difficile criard au niveau de l'électricité. Congo, tout en a difficulté à retrouver, à avoir de l'électricité stable et en permanence. Ça, c'est déjà un problème. Il y a aussi un problème d'assainissement. Assainissement urbain. Ça aussi, ça pose problème aussi. Le maire, aujourd'hui, il est incapable de nettoyer la ville de Brazzaville. La ville de Brazzaville est très sale. Il est incapable de curer des caniveaux. Il est incapable de mettre en place des systèmes d'évacuation d'eau de pluie et des eaux usées aussi. Mais comment envisager directement tramway ou bien bateau-bus? Il n'y a pas que l'idée de tramway, on a bateau-bus sur le fleuve Congo. Mais il faut préparer, il faut aménager. C'est la politique d'aménagement aussi. D'où bateau baladaka biso Torobaki Yango. Congo, tous en a besoin, il y a un ministère de la ville. Bateau va combattre l'idée, mais les lois, je pense que non. Le peuple, la population est en train d'augmenter. Les choses évoluent. Pour maîtriser l'urbanisation, il faudrait que non, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que le Congo puisse se doter d'un ministère de la ville. Voilà, on a besoin d'un ministère de la ville. Tata Mokondi, c'est-à-dire ceux qui sont en train de nous gouverner, sûr et certain, ils vont vous entendre, ils vont vous regarder. Peut-être qu'au niveau même de l'Assemblée, ils pourront prendre l'idée que vous venez de dire tout à l'heure en compte. Alors, mais débat moke auto les Kanamboka, ça fait un moment où il y a des taxes foncières. Les Kambango et bandi boni oyo, les lois balingi ba taxer maintenant bateau ba soma mapango. Donc ba papa nabiso na bateau bazo soma mapango. Alors tout le monde dit que situation en Mboka nabiso au jour d'aujourd'hui est moins difficile. Ndenge nous mona bateau bazana Brazzaville, Pointe-Noire na ba ville minene na bana moi montant moko élevé. Et bateau bana moi musika bana moi monto moko par rapport mais les Kambango ndenge nini au chaque mois ba bandaka ko taxaka ba papa na biso mingi ba comme ba retraité moi ba mbongo moko boy alors que il faut le reconnaître ça fait quand même un certain temps ils sont presque pas payés. Bon, voilà yangona likambo to lobby ministre Mabiala Pierre Mabiala ce qui à Kanesaka à réfléchir ou à réfléchir qui était il suffit pas de créer des taxes pour pensant que non. L'État a besoin de bongo. L'État a besoin de bongo. Mais aujourd'hui, le Congo a un problème. Tout un problème, il y a dette extérieure, il y a biso. Tout un problème, il y a mauvaise gestion, mal gouvernance. Mais tout qui a créé ce taxe, mais vous allez taxer qui?
population déjà il faut tout la makambo au moni tango na ba mindele to alta mboka poto mondele tango azo sala makambo on compte ba paramètres belé azota ba paramètres belé avant ba loi ba voter ba loi lelo tout la makambo ya taxe foncière na Congo pour le lelo et ko simbate c'est pas que je suis contre la taxe tout que ba débat on a baninga misusu je dis non ça chaque chose a son temps ce qui temps to comme on a niveau moko ya bien haut l'état a fonctionné bien tout le monde perçoit son salaire les fonctionnaires ont leur salaire les retraités ils ont leur retraite les étudiants les bourses ainsi de suite où il y a le système de redistribution des richesses parce qu'aujourd'hui au Congo il y a un problème les richesses ne sont pas redistribuées mboka oyo voilà problème ba richesse ya redistribuer bilo bolingi bo taxer bato et ko simbate mon côté parce que les gens sont pauvres. Les gens n'ont pas l'argent. On va voir finalement cette histoire de taxes là-haut. Et j'aimerais rajouter quelque chose. Tous les six camons. Il y a ma parcelle, le pango Misusu, papa Koufa Atika Bana. Voilà. Et la parcelle appartient à tout le monde. Vous allez taxer qui? Dans le cadre, on a la Katia Banana, il y a Mokaza responsable. Oui, Mokaza responsable. Mais le pango, ça a été. Le pango, ça a été. Oui, mais si sinon, c'est la gâteuse. Pourquoi pas foutre la taxe à l'État? Parce que l'État le but que non, il faut foutre la taxe foncière. Ah, il faut pas que l'on ça. Mais non. Mais si l'État n'est pas capable de créer les conditions pour que les Congolais aient du travail, que les Congolais puissent. Je veux dire en passant, l'État congolais, c'est l'État le plus démissionnaire, le plus irresponsable que j'ai jamais connu. Parce qu'un État doit se montrer responsable. Un État, c'est comme un père de famille. Il doit s'occuper de ses enfants, de sa famille. Mais l'État congolais est démissionnaire, il est irresponsable. Un État qui est démissionnaire et irresponsable, vous voulez que les gens fassent quoi? Comment pouvez-vous... Traçabilité et égalité. C'est vrai que vous êtes à l'opposition, je peux comprendre vos propos, mais quand on essaie de regarder, on ne peut pas se permettre, vous êtes quand même congolais, de dire que notre État est irresponsable. Le président de la République, devant les deux chambres réunies en Congrès, il a fait son discours, il a même dit que les salaires sont payés régulièrement. Ça, il faut le reconnaître quand même. L'État essaye de penser quand même aux fonctionnaires de l'État. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai que le pays n'est pas bien. Ça, tout le monde le sait, en commençant par le premier d'entre nous, le chef de l'État. Donc, vous voyez, c'est un État qui essaye de fonctionner comme il se doit, malgré ses difficultés. Donc, quand vous parliez en disant qu'un État irresponsable, permettez-moi, je ne pense pas. Je me dis qu'il y a des soucis, mais ces soucis-là, on peut le surmonter. Oui, mais monsieur le journaliste, excuse-moi, est-ce que le président de la République a été seulement élu pour payer seulement uniquement le salaire des fonctionnaires? Mais non, le président a été élu je vous pose une question. Oui. Est-ce que le Congo ne se résume qu'à 100 000 fonctionnaires? Et je ne pense pas. Ben voilà. Le Congo a aujourd'hui, d'autres excellentes estimations, la population congolaise varie entre 4 à 5 millions d'habitants. Tout à fait. Et voilà. Que fait l'État congolais par rapport à ces 4 ou 5 millions d'habitants? Rien. Voilà, je dirais rien. Que représentent 100 000 personnes? Quand on parle de 100 000 fonctionnaires congolais, il faut comprendre aussi que non, il y a des fonctionnaires fictifs. Le président l'a dit dans son message. Il y en a beaucoup même. D'ailleurs, voilà. Ceux qui sont ici... Selon les statistiques aussi, ça résume à près de 20 000. Des fonctionnaires congolais qui sont en Europe, qui critiquent même parfois le pouvoir en place, mais qui reçoivent parfois les salaires de l'État. Il y a à peu près... Et donc tout ça aussi, ça fait partie de la corruption. Il n'y a pas seulement des gros poissons. Oui, justement. Mais voilà, il y a à peu près 20 000 fonctionnaires fictifs. C'est à peu près 20 000. Donc si on prend bien grosso modo... les fonctionnaires reconnus officiellement par l'État ou qui pointent, qui sont sur place, sur le terrain, qui font leur travail, à peu près 80 000 personnes. 80 000 personnes sur 5 millions ou 4 millions d'habitants. C'est insignifiant. Mais nous sommes ici en Europe. Nous vivons ici. On n'a seulement pas dit que non, le gouvernement français ne s'occupe pas uniquement aux fonctionnaires de l'État français. Mais c'est tout l'ensemble de la population. Voilà. Ceux qui ne travaillent pas, par exemple, ceux qui perçoivent le RSA, mais ils sont pris en compte, l'État s'en occupe. Il y a les allocations familiales et ainsi de suite. Mais que fait l'État congolais dans ce sens-là? L'État congolais ne fait absolument rien du tout. Voilà. Vous ne pouvez pas vous dire que oui, vous vous occupez, payez régulièrement le salaire de 80 000 personnes, mais les salaires des retraités, vous ne payez pas. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Aucune mesure efficace n'est prise dans ce sens-là pour baisser le panier de la ménagère. Le train de vie de l'État, déjà le train de vie de l'État, c'est exorbitant. Voilà, les salaires sont payés
normalement, comment est-ce qu'on appelle, il devait avoir augmentation des salaires, il fallait augmenter les salaires aussi. Le pouvoir d'achat des Congolais est vraiment très bas. Et dire que voilà, que l'État assure son rôle de régalien, je pense que non. L'État congolais n'assure pas son rôle. Voilà. Alors, Monsieur Evrard, deux dernières questions. Monsieur Evrard Nango, si vous me le permettez, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. La question qui court en filigrane tout au long de cette émission est simple. Vous le savez très bien, et j'ai cru entendre, vous avez même parlé un peu de ça. Où est passé ce fameux dialogue que vous étiez, d'ailleurs, lorsque vous êtes passé à Afrique TV, on en a parlé de ce fameux dialogue. Vos amis de l'opposition ici sur la place de Paris parlaient de ce fameux dialogue. Vous étiez quasiment certain, pour ne pas dire sûr, qu'il devait y avoir dialogue. Je vous ai même posé la question là-dessus en disant, mais est-ce que ce n'est pas seulement des rumeurs? Vous m'avez confirmé en persistant, pour ne pas dire en signant, qu'il devait bel et bien avoir dialogue. Aujourd'hui, où est passé ce fameux dialogue? Mais il faut savoir que le dialogue est toujours en permanence. Le président en a parlé. S'il n'est pas rentré dans les détails, il a parlé du Conseil national de dialogue. Donc, c'est l'institution. L'institution a été mise en place. C'est le ministre Mbéry qui est en charge de cette institution. Nous attendons que le ministre Mbéry prenne ses responsabilités. Ce que nous avons appris, que le ministre Mbéry réclame les moyens, que l'État n'a pas encore mis à sa disposition les moyens, mais je pense que non. Les Congolais sont conscients que non, il faudrait qu'il y ait un dialogue national inclusif. Parce que le pays va très mal. Le pays est très mal géré. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous ne pouvons pas avancer comme ça. Le Congo n'est pas une propriété privée de ceux qui sont aux affaires. Le Congo ne leur appartient pas uniquement. Le Congo, c'est notre bien commun, c'est notre patrimoine commun. Donc c'est irresponsable, c'est inadmissible qu'un nombre de personnes prennent ce pays en otage. Le pays ne leur appartient pas. Ils sont nés, ils sont venus trouver cette terre, ils mourront. La terre du Congo, le Congo éternel, il restera. Il nous revient à tous, à la classe politique de nous asseoir, de poser des bases pour un Congo meilleur, pour une véritable réconciliation nationale entre fils des Congolais, entre nous. Voilà. Et poser dessus le canevas qui va nous conduire vers le développement. Mais ce n'est pas seulement uniquement une affaire de ceux qui sont aux affaires. Non. Mais nous sommes aussi, par exemple, en France. Vous avez vu le président Macron, il a consulté sur le débat national. Il a consulté les partis politiques. Il a consulté l'opposition. Mais c'est ça, être responsable. Et c'est ce que nous demandons aussi au Congo. Au Congo-Brazzaville, d'ailleurs, depuis toujours, que ce soit avant le président Sassou, donc ceux qui étaient là, aujourd'hui sur le président Sassou, on a cet esprit de Mbongi que vous connaissez très bien. Le président a l'habitude, la plupart du temps, de faire réunir les Congolais, les responsables politiques, la société civile pour parler des affaires du Congo. Donc si je comprends ce que vous voulez dire, il y aura dialogue bel et bien dans notre pays, si j'ai pu comprendre. Si, il y aura toujours, mais on finira toujours par dialoguer. Donc si on voit bien, peu importe le temps, ce fameux dialogue, c'est juste entre parenthèses, mais sinon c'est juste un problème de moyens, comme le pays on est en difficulté, vous venez de le reconnaître en ce moment, c'est ce qui a fait peut-être que ça est en train de retarder ce fameux dialogue. C'est vrai que vous avez dit quelque chose qui me tient quand même à cœur, vous avez dit que le Congo n'appartient à personne. Nous sommes tous locataires de notre beau pays, le Congo, parce que nous sommes nés au Congo, ben, nous allons partir parce qu'on naît, on vit un certain nombre d'années et on meurt. Alors, monsieur Evrard Nango, si je vous qualifiais, parce qu'en vous écoutant parler depuis un certain temps, si je vous qualifiais de réactionnaire sur tous les plans, est-ce que ce serait léger, incomplet? Est-ce que vous êtes un réactionnaire? Bon, réactionnaire, ça a un peu trop dit. Non, je ne préfère pas être réactionnaire. Non, je suis quelqu'un de lucide. Je suis quelqu'un qui s'oppose à ce qui se fait aujourd'hui dans notre pays, mais je n'ai pas des tendances réactionnaires. Nous dénonçons ce qui se fait et ce que nous trouvons anormal, et nous faisons aussi des propositions aussi. D'aucuns nous ont critiqués, ils pensaient que non, nous étions seulement là pour vilipender ou bien pour insulter. Non, notre travail, ce n'est pas insulter ou bien vilipender qui que ce soit. Quand les choses sont bien faites, nous applaudissons, et nous encourageons aussi. Mais quand ce n'est pas bien fait, nous disons que non, ici, nous ne sommes pas d'accord, voilà ce qu'on aurait pu faire. Mais du moment où nous n'avons pas la gestion des affaires de l'État, la responsabilité incombe à ceux qui, aujourd'hui, sont aux affaires.
mais je ne pense pas que je sois réactionnaire. Alors, quand je vous entends parler, quand je vois votre raisonnement en tant qu'homme politique de l'opposition, je me pose des questions par rapport, je ne veux pas citer les personnes ici dans cette émission, mais quand je regarde un peu sur les réseaux sociaux, parce que l'opposition congolaise a tendance effectivement à hurler à qui veut l'entendre sur les réseaux sociaux que le président de la République, surtout ceux qui sont à la place de Paris, doit partir du pouvoir. Parfois on a envie de poser la question, mais par qui le remplacer? C'est vrai que personne n'est indispensable, mais au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition congolaise, c'est personnalité politique avec des vertus, permettez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous, des vertus démocratiques, je dirais, douteuses, parce qu'on se pose des questions par rapport à cette opposition. Il y a d'autres, quand je vous entends, j'en sens, je ressens, je pressens une sorte d'opposition réfléchie. Mais il y a d'autres opposants ici au niveau de Paris qui passent leur temps matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, rien qu'en train d'injurer le président de la République, le gouvernement et tout ce qui se passe au niveau du Congo, sans même faire des propositions comme il se doit. Comment jugez-vous un peu ce genre d'opposition ou d'opposants congolais ici sur la place de Paris qui ne fait qu'injurer sans proposer? Est-ce que pensez-vous qu'en injuriant, nous allions trouver des solutions par rapport à notre pays? Non, 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 je ne suis pas de cet avis de ceux qui sont là pour injurier. Moi, je ne fais pas de la politique pour injurier mes adversaires. Loin de là, je fais de la politique parce que je veux apporter des idées, apporter du renouveau, quelque chose de neuf pour notre pays, quoi. Donc, pour moi, l'opposition, elle est diverse. Mais je ne me reconnais pas toujours dans cette opposition-là. Pourquoi? Parce que la plupart aussi des opposants ont été dans la moule dans le macrocosme du PCT. Ils ont été dans le PCT, ils ont été fomentés dans le PCT. Donc pour moi, c'est pareil, ils sont tous pareils. Les Congolais aujourd'hui attendent une nouvelle classe politique, des nouveaux dirigeants, avec des nouveaux discours et une vision. Parce que on ne peut pas être opposant uniquement vilipender le pouvoir, on doit avoir une vision, montrer le cap. Et c'est quoi le cap aujourd'hui? Voilà, il y a des élections présidentielles qui s'approchent en 2021. Ben, nous devons nous organiser. Les gens ne parlent que du calendrier de 2021, mais ils oublient que non, il y a un autre calendrier en 2022, les élections législatives. Donc, en politique, on se prépare. Il faut se préparer si on veut voilà, accéder aux affaires. L'opposition, ceux qui sont ici sur la place de Paris, qui passent leur temps à insulter ou à vilipender le président de la République, bon, quelque part aussi, il faut comprendre aussi leur exaspération aussi. Voilà, je comprends un peu leur exaspération aussi. Mais c'est que les injures n'ont jamais donné quelque chose. Oui, justement, les injures n'ont jamais... Il n'y a que l'opposition sur la place de Paris qui a le monopole de la parole, c'est-à-dire de parler, et que le Parti congolais du travail que vous parlez tout à l'heure, que vous venez de dire, n'a pas le droit, voire même les partis de la mouvance présidentielle qui sont ici à Paris, n'ont pas le droit de s'exprimer, de faire des... Non, 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 là, ça, je condamne cela. Je n'ai jamais été pour, condamner. La liberté d'expression doit s'appliquer partout. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Le PCT a le droit d'organiser ses meetings sur la place de Paris, de faire ce qu'il veut, ça n'engage que eux. Voilà, mais personne aussi n'a le droit aussi de venir aussi, voilà, leur empêcher de parler. On ne peut pas empêcher à n'importe qui, à tout le monde de soutenir le président Sassou ou bien sa politique. Chacun est libre. Ceux qui veulent soutenir la politique du président Sassou soutiennent sa politique. Ceux qui ne veulent pas aussi, eh bien, ils sont dans l'opposition. Donc, je pense que non, respectons-nous, nous devons nous respecter. Nous sommes en démocratie, acceptons la différence. Parce qu'en démocratie, la différence y est. La différence, elle est palpable. Donc voilà. Donc, si je comprends, c'est le jeu de la démocratie. Mais c'est le jeu de la démocratie. Je suis en train de voir, quand je vous entends parler, et quand j'entends parler des autres opposants qui sont sur la place de Paris, ça laisse à désirer quand même. Mais tout le monde n'a pas la formation politique. Et prenons le temps que les gens doivent être formés politiquement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se mettre derrière son clavier ou bien avec son smartphone pour commencer à écrire, à parler de politique. La politique, voilà, les gens apprennent. D'ailleurs, d'autres qui parlent, je fais que mon travail en tant que journaliste, j'ai dû remarquer qu'ils n'ont même pas des partis politiques, mais ils ont le droit effectivement de parler. Ce que nous n'aimons pas, je pense que ce qu'on souhaite, que ce soit l'opposition ou que ce soit la majorité présidentielle, normalement, il fallait qu'ils puisse exister même sur la place de Paris. Nous, les journalistes, en commençant par moi, bien sûr, pourquoi pas les autres confrères,
que nous puissions organiser des débats démocratiques comme on voit un peu dans des pays là où nous sommes. L'opposition, la majorité en train de discuter sans vouloir aller toucher les gens, je ne sais pas comment, mais discuter démocratiquement, argument contre argument sur les choses qui concernent notre pays. Mais je l'ai toujours appelé de tout mon vœu voilà, qu'il y ait des débats, parce que c'est en ce moment-là que là, on va découvrir effectivement les vrais et ceux qui sont faux. Parce que tout le monde aujourd'hui parle de la politique, mais tout le monde n'est pas politicien. On va toujours demander le débat. Moi-même, j'ai toujours demandé de débattre même avec les membres du gouvernement aussi. Et voilà, ceux qui sont au gouvernement, même les députés aussi. Mais combien ont répondu à l'appel? Mais que ce soit même Denis Christel Sassou Nguesso, s'il veut débattre, on va débattre avec lui sur les questions concernant le Congo. Nous sommes prêts à discuter avec n'importe qui, y compris lui-même le président de la République. J'étais le premier à dire, Sassou, il est politicien. Sassou n'a jamais débattu avec un opposant. Moi, je n'ai jamais vu quelque part, dans une image, Sassou faire un débat politique avec quelqu'un de l'opposition, quelqu'un qui ne partage pas son point de vue. Je n'ai jamais vu ça. Voilà. Mais j'ai jamais vu ça soutenir une conférence de presse. Voilà, bon, il le fait, bon, il l'a fait, ouais, mais pas vraiment de cette qualité que nous on attend. Voilà, où il y a de la contradiction. On lui apporte vraiment une contradiction. Sassou, c'est ce que nous on sait tous que non, Sassou n'aime pas la contradiction. Voilà. Mais alors que non, quand on est politicien, quand on est président de la République, à un moment donné, il faut accepter la contradiction, même dans ton propre camp. Les gens peuvent te contredire. Voilà, et à un moment donné, tu peux aussi avoir des idées qui ne sont pas bonnes. On peut te redresser, te montrer que non, effectivement, ce que vous faites, ce que tu fais, c'est pas bien. Et c'est pour cela que donc, même sur la place de Paris, ceux qui se disent aussi opposants aussi, parce qu'entre nous, on ne partage pas tous les mêmes points de vue. Il y a des gens qui nous ont critiqués parce que voilà, nous, on a voulu le dialogue. Mais il y en a d'autres qui disent qu'ils ne veulent pas le dialogue. Moi, je suis contre le statu quo. Et je suis contre le statu quo. Et moi, je m'affranchis. Voilà. Moi, je pense que non, dans notre génération, nous sommes capables aujourd'hui de prendre les affaires. Il ne suffit pas seulement de se braquer derrière un leader. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont porte-parole de Koumbi Salissa et de Moukoko. Je ne suis pas contre eux, c'est leur droit, mais tout ça. Mais moi, je pense que non. À un moment donné, nous devons nous affranchir de tous ces gens-là. À un moment donné, nous devons prendre le courage de nous présenter devant les Congolais, de nous exprimer librement, de faire valoir nos idées. Parce que nous sommes porteurs, nous avons des idées. Nous pouvons faire des propositions concrètes pour faire avancer notre pays. Le Congo, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est notre patrimoine commun, c'est notre bien commun. Nous devons bien gérer ça, nous devons veiller à ce que les choses marchent bien. C'est ce que nous faisons. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je disais une dernière question. Monsieur Évrard Nango, vous êtes un politique, depuis un certain temps, vous faites la politique sur la place de Paris. Vous étiez à Brazzaville, vous avez vu comment les choses se passent, vous avez un parti politique. Vous êtes suivi effectivement sur les réseaux sociaux parce que vous passez beaucoup sur les réseaux sociaux pour faire passer les messages. J'ai envie tout simplement de savoir ou de vous poser une simple question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous aujourd'hui? Mais le souci de tout un politicien, c'est de marquer son époque, de marquer aussi le temps dans lequel il vit. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que j'estime que non, j'ai des choses à apporter pour mon pays. C'est pas pour rien que les dieux ont voulu que je puisse naître au Congo, grandir. Je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent, ceux qui me connaissent, ils savent très bien, c'est depuis le bas âge que j'ai commencé à baigner dans la politique. Moi, mon père a animé la section PCT du quartier 34 à Poto-Poto, les réunions politiques se faisaient chez moi. Vous êtes membre du Parti congolais du travail? Non, je ne suis pas membre du Parti congolais du travail. Votre papa était membre du Parti congolais du travail. Il est toujours membre du Parti congolais du travail. Il est toujours membre du Parti congolais du travail. C'est son droit. Donc le fils est également membre du Parti congolais du travail. Par ricochet, non, il n'y a rien par ricochet. Vous pensez comme les... Non. Je me suis baigné de la politique congolaise étant jeune parce que je voyais comment que les réunions politiques se faisaient chez moi à la maison. Tout ça, mais je n'ai jamais adhéré à l'idée du PCT. Et comment ça se passe ma conviction politique, mon école de politique, je l'ai acquise en Europe, en Occident. C'est là où voilà, j'ai commencé à militer dans les partis politiques ici. J'ai vu comment ça se passait chez les autres et j'ai commencé aussi à me former aussi. En politique, je suis un peu un autodidacte aussi, quoi. Donc voilà. Je pense que non, nous avons quelque chose à apporter pour notre pays, c'est notre devoir. C'est un problème de génération aussi, Sassou, pour nous, c'est un père.
Tout à fait. Voilà. Mais quand un père s'en va, c'est les fils, c'est notre génération qui doit succéder aux affaires, qui doit reprendre le flambeau. Donc je pense que non, c'est de notre devoir, c'est d'apporter quelque chose pour notre pays. Personne ne pourra nous l'interdire. Voilà, nous ne sommes pas là pour chercher à vilipender ou à faire quoi que ce soit. Notre travail, c'est de faire évoluer chaque génération. On est en train de bâtir la maison Congo. Dans notre génération, chacun doit amener sa pierre pour la construction de l'édifice. Et nous, quand nous partirons aussi, nos enfants viendront ainsi de suite. Le Congo éternel va rester, mais au moins, comme ici, il y a le Panthéon, au niveau du Panthéon ici, il y a des gens qui ont marqué l'histoire de la France, que leurs noms sont restés éternellement dans l'histoire de la France. Nous aussi, on veut laisser aussi notre nom aussi. Notre but, ce n'est pas s'enrichir, notre but, c'est que qu'un jour qu'on dise que oui, il y a eu un certain Évrard Nongo qui a fait quelque chose par rapport au pays, ça a apporté ça, ça a amélioré les conditions de vie des populations, ça a changé la vie des milliers de personnes, et voilà, ça fait que le pays puisse avancer dans tel domaine, ça me ferait énormément plaisir. Alors, j'avais dit que c'était une dernière question, mais par rapport à votre réponse que vous venez me donner, vous avez parlé de votre père. Donc, je vais terminer par là, je vais vous poser cette fois-ci une dernière question que je vous demanderai avec beaucoup de franchise, que je sens d'ailleurs innée en vous, de répondre très directement. Papa, donc votre père qui est également mon père, est du Parti congolais du travail. Vous êtes à l'opposition. Quelle est votre relation entre vous et votre papa? Vous parlez de quoi réellement? Quand oui, vous passez sur les réseaux en train d'attaquer parfois le Parti congolais du travail, donc vous attaquez indirectement quelque part votre père aussi. Quelle est votre relation entre vous et votre père concernant non pas la vie privée de papa et fils, mais concernant la politique? En politique, on discute et on fait des débats. On débat souvent avec lui. Et il essaie de me donner aussi son point de vue aussi par rapport au parti politique, par rapport à la vision. Parce que lui, c'est un marxiste. Et le PCT, c'est l'idéologie marxiste soviétique. Non, le PCT au jour d'aujourd'hui, c'est la social-démocratie. Non, mais c'est de un certain temps. La social-démocratie, c'est ce que nous on connaît en tant que journaliste. Oui, mais ça c'est de façade. Mais vous ne pouvez pas dire c'est de façade quand même, puisque ça a été annoncé, ça a été dit, et c'est ce que le PCT est en train de vivre en ce moment. Mais je suis bien placé. C'est ce que je le dis, même je le dis partout. Je suis né dans le PCT. J'ai grandi dans le PCT. Donc, en ce qui concerne ce parti politique, j'ai des leçons à recevoir de personne. Parce que je connais ce parti politique. Je suis né dans ce parti politique-là. J'ai grandi dans ce parti politique-là. Quand les réunions politiques se faisaient chez moi à la maison, je voyais comment les choses se passaient. Je connais ce parti politique. Donc, la question cette mutation n'a jamais eu lieu. Mais c'est ce que j'ai dit. Le PCT prône la social-démocratie. Mais quand on voit le secrétaire général du PCT aller signer les accords avec le parti communiste coréen, de la Corée du Nord, moi, ça ne me laisse pas toi. Je me pose des questions. Vous voyez seulement quand le secrétaire général du parti quand il travaille, donc M. Pierre Ngolo, qui est le président du Sénat au jour d'aujourd'hui, va signer les accords, mais il le signe en tant que président du Sénat. Non, pas en tant que... Vous voyez son titre en tant que président du parti congolais du travail. Quand le PCT signe des accords avec le parti communiste secrétaire général du parti congolais du travail. Par contre, ce que j'allais dire, mais quand le parti congolais du travail, avec son secrétaire général, va signer des accords avec d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le communiste, vous dites rien. Mais cela dit, on reviendra là-dessus. La question que je vous ai posée, c'était tout simplement entre le père qui est du Parti congolais du travail, le fils qui est du MODEC, c'est-à-dire qui est à l'opposition, qui a créé son parti, qui est politiquement parlant, puisque c'est votre père. Donc, comment sont vos relations, nos relations politiquement parlant? Non, politiquement parlant, nous sommes vraiment à l'opposé. Nous sommes opposés. Lui, c'est un PCTiste pur et dur. Peut-être, je pense qu'il va mourir en tant que PCTiste. Mais bon, c'est son droit, je le concède. Parce que lui, il a baigné dans ça, il ne connaît que ça. J'essaie un peu de lui montrer une autre vision aussi des choses aussi. Mais c'est son droit aussi. Donc voilà, nos rapports... Vous avez pu, si je peux me permettre, faire la part des choses entre
la politique et ce qui est entre l'enfant et père, donc ce qui est familial, parce qu'on voit souvent la politique, il faut le dire, diviser pas mal. Non, mais c'est les gens qui n'ont pas compris c'est quoi la politique. Voilà, on ne peut pas associer la politique à la famille. La politique, c'est la politique. La famille, c'est la famille. Il faut faire la part des choses. Donc nous, chez moi, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas de mélange. Ce qui est politique est politique. Mon père, il est du PCT, je le respecte, c'est mon père, c'est son point de vue. J'ai même du mal à le convaincre parce que lui, il croit à ça, il croit à cette idéologie. Il a raison de croire à ce qu'il croit. Mais il a raison, moi je n'ai jamais dit que non, il a tort. Il a raison de croire à ça. Il a ses raisons qu'il m'évoque aussi parce que lui, pour lui, il estime que non, ben, les autres courants politiques, ceux qui l'incarnent par exemple pour le Congo, ce n'est pas des vrais. Voilà, il trouve que non, ils sont tous faux. Il sait que non, tous ils sortent du moule du PCT. Donc du coup, pour lui, il trouve que non, pour lui, le PCT, comme on le dit, entre guillemets, la maison mère, c'est vrai, c'est bien. C'est son point de vue, moi. Mais je lui dis, pour moi, je n'adhère pas à ça. C'est vrai que je suis né, j'ai grandi dans le PCT, mais je pense que non, par rapport... J'ai vécu dans un pays démocratique, je suis dans un pays démocratique longtemps aussi. Et pour moi, je trouve que l'idée de développement, l'idée de démocratie, l'idée de faire la politique visée dans le sens du développement, c'est pas incarné par le PCT. Le PCT, c'est plus l'idéologie marxiste, c'est l'idéologie... Ma question, c'était entre vous et le père. Laissons le PCT à côté, le moment venu, on en parlerait si vous voulez bien. Alors, si je comprends bien, si je peux essayer un peu de faire un petit résumé par rapport à ce qu'on vient de dire, le père, malgré la politique, aime le fils, malgré la politique, aime le père. Ben oui, tout à fait. Alors, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais juste vous laisser une minute, si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs, et puis nous allons terminer notre émission. Oui, mais mes chers compatriotes, en tout cas, mes chers compatriotes, je suis ravi de faire cette émission, de vous montrer un peu c'est quoi notre vision. Notre vision, c'est pour un Congo meilleur. Nous, on veut tout simplement un Congo meilleur, un Congo émergent, un Congo où ça bouge. Et je pense que c'est de notre responsabilité aujourd'hui. Nous avons mûri, nous avons été à l'étranger, en Occident, nous avons appris, nous avons acquis des connaissances aussi, des connaissances qui sont nécessaires, qui nous permettront demain de développer notre pays. Donc, faites-nous confiance, je pense que non. Aujourd'hui, nous sommes capables de diriger ce pays, nous sommes capables d'apporter des solutions. Nous sommes capables d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Donc voilà, faites-nous confiance, nous ne sommes pas des aventuriers, nous ne sommes pas là pour vilipender qui que ce soit, nous ne sommes pas là pour les règlements de compte, nous sommes là pour la paix, pour le vivre ensemble. On veut que les Congolais se retrouvent et qu'il y ait une vraie démocratie. Le débat d'idées doit primer sur le tribalisme, sur les intérêts égoïstes et personnels. Donc ma vision a toujours été de rassembler large. Ceux qui m'ont connu, ils savent que non, je suis un Congolais, je suis né avec tout le monde, j'ai vécu avec tout le monde. D'ailleurs, dans ma famille, il y a une diversité, il y a toutes les ethnies, quasiment la plupart des ethnies majoritaires du Congo, vous la retrouverez dans ma famille. Donc nous, l'idée du tribalisme, on ne connaît pas cette idée-là, parce que quand nous sommes nés, on a grandi dans les quartiers cosmopolites. Moi, je suis de Poto-Poto, je suis né à Poto-Poto, j'ai grandi à Poto-Poto, un quartier cosmopolite, un quartier multiethnique. Nous, on ne connaît pas tout ce qui est tribalisme. Notre vision a toujours été d'orienter le pays vers le développement. Et c'est ça, le souci, c'est ça, voilà le but de notre combat. Donc mes chers compatriotes, les jours à venir, nous nous préparons, nous allons encore redescendre sur le terrain au Congo pour pouvoir clarifier encore davantage notre vision et notre position pour les échéances à venir. C'est ça le mot de la fin. Merci mes chers compatriotes. Monsieur Évrard Nango, c'est toujours un plaisir pour Afrikili TV, en particulier moi qui est le journaliste d'Afrikili TV Espérance Keto, de vous recevoir sur cette émission. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Je vous dis merci. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.